What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un Chut qui existe. Vraiment content d'être avec vous cette semaine, semaine numéro 25. On célèbre la moitié de ce défi littéraire-là. Je suis vraiment content. J'ai décidé de célébrer ça avec une bonne bouteille de champagne, un petit Laurent Perrier cuvée brute. On va boire ça avec ma copine. Je pop ça tout de suite. La musique d'intro commence live. Lire, c'est un shit qui existe. Je suis Canadien-Français, venu au monde à New England. Quand je suis fâché, je sac souvent en français. Quand je rêve souvent en français. Quand je braille toujours en français. Si je vous parle de Jean-Louis Kerouac, probablement que ça vous dit pas grand-chose. Si je vous parle de Jack Kerouac, par contre, là, probablement qu'on a touché quelque chose. Il y a peu de gens qui le savent, mais Jack Kerouac, en fait, a des origines québécoises, des origines canadiennes-françaises. En fait, ses deux parents sont québécois, si je me trompe pas. Jack Kerouac, lui, est né en Nouvelle-Angleterre, plus précisément à Lowell, où on parlait encore beaucoup le français, un français un peu plus bâclé, un peu plus joual, et jusqu'à l'âge de 6 ans, le petit Jack ne parlait qu'en français. En fait, il a dit plus tard, pour lui, c'était vraiment compliqué d'apprendre l'anglais. Je pense qu'il a maîtrisé l'anglais seulement à l'âge de 20 ans environ, ce qui fait en fait en sorte que sa pensée se manifestait en français. Puis c'est récemment en fait qu'on s'est rendu compte à quel point ça avait un impact sur ses écrits, parce que les archives de Jack Kerouac ont été réouvertes, puis on s'est rendu compte qu'il avait écrit beaucoup de choses en français, que ce soit des fragments, des nouvelles en entier, des chapitres que par la suite traduits puis mis dans des livres en anglais. Et tous ces passages-là sont recueillis dans cette œuvre qui s'appelle « La vie et dommages » de Jack Kerouac. C'est des textes qui ont été établis et présentés par Jean-Christophe Cloutier, qui, après avoir vu une exposition sur Jack Kerouac avec un passage en français, a décidé en fait de réouvrir complètement les archives, de faire un travail de recherche, de plonger totalement dans l'œuvre de Kerouac pour voir à quel point le français avait eu un impact dans sa carrière. Fait que cette œuvre-là, en fond, se présente comme étant vraiment un ensemble de textes. C'est sûr que c'est pas un texte continu, ce qui fait en sorte que ça peut devenir un peu redondant, un peu lassant rapidement. Il y a carrément, en fait, des passages qui sont pas terminés. Il y a des chapitres qui sont des chapitres, en fait, de d'autres livres qui nous sont présentés pour la première fois en français, mais on n'a pas l'intégrale du livre. Fait que pour un lecteur qui n'a pas lu ces livres-là, ça peut être un peu heurtant. C'est pas nécessairement super intéressant. On perd rapidement le fil. La première nouvelle de ce recueil-là vaut vraiment la peine d'être lue, selon moi. C'est la seule nouvelle que je vous conseillerais, en fait. Par la suite, je trouve que c'est redondant. C'est vraiment, en fait, un recueil qui s'adresse aux grands fans de Jack Kerouac, aux gens qui aimeraient plonger un peu plus dans son univers. C'est sûr qu'on retrouve toujours les thèmes du père, de l'errance, de la route, les thèmes de l'amitié également dans ces nouvelles-là. Donc, c'est intéressant, en fait, pour quelqu'un qui connaît Kerouac, de s'y plonger. On se ramasse même à avoir, en fait, une lettre d'hommage à Louis-Ferdinand Céline, puis 3 prières, parce que Kerouac voulait se rappeler des prières en français. Donc, il les avait écrites. Il y a des lettres à sa tante, des lettres à sa mère qui sont plus ou moins intéressantes. Tout ça fait en sorte que, honnêtement, le livre reste, selon moi, assez banal. Ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, avec les textes sur Louis-Ferdinand Céline et avec les 2 lettres dont je vous ai parlé, c'est que pour la première fois, on sent vraiment que Jack Kerouac a mis un effort dans la manière dont son français est écrit. On voit vraiment, en fait, qu'il a corrigé ses fautes d'orthographe, qu'il a pensé à sa syntaxe. Puis c'est vraiment surprenant, en fait, parce que le reste du recueil, on se rend compte que Kerouac écrit vraiment comme il parle. Il écrit un français qui est vernaculaire. C'est même parfois très dur de suivre parce que ça n'a aucun sens parfois, carrément. Il y a du franglais qui est intégré dans les textes également. Les textes dont je vous parle, soit les 2 lettres et le texte d'hommage à Louis-Ferdinand Céline, se retrouvent à la toute fin du recueil. C'est là qu'on constate, en fait, que Kerouac maîtrisait beaucoup plus le français que ce qu'il laissait croire
auparavant. Moi, je pense que ça aurait été judicieux de les placer au tout début du recueil, ces textes-là, parce que justement, on aurait compris la démarche de Kerouac, alors que là, il semblait juste être quelqu'un qui ne sait pas écrire en français, mais c'est pas du tout le cas. Il sait comment écrire un bon français, il sait comment parler un bon français, il veut juste vraiment rendre hommage aux gens de sa ville, à la manière dont il parle. Je pense que de mettre ces textes-là à la toute fin, ça ne nous fait pas apprécier à leur juste valeur les textes qui sont présentés précédemment. Donc, pour vrai, La vie et dommage de Jack Kerouac, si vous êtes un grand fan de Jack Kerouac, ça peut valoir la peine. Sinon, c'est une lecture qui vaut vraiment pas le 30 qu'elle coûte. Je vous conseille plutôt d'aller peut-être lire des livres de Kerouac, soit dans leur langue originale ou traduits en français. Vous allez probablement avoir beaucoup plus de plaisir que de lire La vie et dommage. Je reste dans la thématique des endroits qui représentent le livre. J'ai été sur la patinoire pour parler de Jack Kerouac, de son passé de Québécois, parce qu'il n'y a rien, selon moi, qui définit mieux un Québécois qu'une patinoire extérieure de village. Maintenant, je suis dans une espèce de semi-bois pour vous parler de Walden, écrit par Henry David Thoreau. En fait, c'est un extrait de Walden que j'ai lu. Ça se trouve à être le livre qui s'appelle « Je vivais seul dans les bois ». C'est paru dans la collection Folio 2 €. Un livre qui coûte à peu près 3,95 $ si je ne me trompe pas. C'est un livre qui est un classique. Si vous avez écouté Into the Wild, vous connaissez Thoreau. Si vous avez écouté en fait n'importe quel hippie vous parler de littérature dans les dernières années, vous avez entendu parler de Thoreau. C'est un livre qui, selon moi, est quand même assez bon. Ça reste que c'est un grand classique de la littérature, mais je trouve que ça a un aura un peu divin pour pas grand-chose dans le fond. Peut-être que l'extrait est pas représentatif du roman en entier. J'ai d'ailleurs acheté le roman aujourd'hui même. Je l'ai trouvé dans une friperie pour 4 $. Peut-être que dans le futur, je le lirai puis je verrai en fait si vraiment c'est le livre en entier qui me plaît pas tant que ça ou si c'est seulement les extraits choisis. En fait, dans Je vivais seul dans les bois, on suit Thoreau qui s'est construit une cabane à l'extérieur d'un village. Il se l'est construit de ses propres mains. Ça lui a coûté seulement 28 $ pour pouvoir construire cette cabane-là. Sûr que là, il faut remettre les choses en contexte puis se dire que ça s'est passé au 19e siècle. Fait que le 28 $, c'est pas le 28 $ d'aujourd'hui, évidemment, là. Mais en gros, en fait, dans le fond, Thoreau, ce qui nous parle, c'est d'autosuffisance, de ne pas dépendre de personne, de ne pas dépendre ni des philanthropes, ni des écoles, ni du système at large. C'est très anarchiste comme philosophie. Il faut dire qu'Henry David Thoreau était aussi connu pour son livre La désobéissance civile, qui est un essai qui parle justement de la désobéissance civile, qui met un peu les bases de ce que c'est. Puis on ressent cette espèce d'esprit contestataire-là également dans Je vivais seul dans les bois. Il y a des passages intéressants. Je dis pas que c'est un mauvais livre, je dis juste que c'est pas nécessairement, selon moi, un livre aussi gros que ce qu'on nous dit tout le temps. C'est pas un livre qui va m'avoir marqué dans ma vie. Peut-être que si je l'avais lu à une autre époque, je l'aurais trouvé meilleur. Aujourd'hui, peut-être que je suis un peu plus cynique puis je vois pas nécessairement l'intérêt de s'isoler autant que ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de très Voltaire contre Rousseau dans ce livre-là. C'est-à-dire en fait que Thoreau va prendre un peu la position de Voltaire, il va mener à mal la civilisation, il va en fait faire l'éloge de la vie sauvage. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que c'est une réflexion qui, au 19e siècle, fait vraiment du sens. Il faut dire qu'on rentre dans une certaine forme de modernité. C'est cette modernité-là, en fait, que Thoreau critique. Il critique les institutions qui formatent les gens puis qui les empêchent, en fait, de vraiment vivre leur vie. Il y a d'ailleurs un passage que j'ai trouvé vraiment intéressant, justement, sur l'expérience réelle de la vie qui se trouve à la page 79 et qui va comme suit. « Mais dirait-on, entendez-vous que les étudiants traitent la besogne avec leurs mains au lieu de leur tête? Ce n'est pas exactement ce que j'entends, mais j'entends quelque chose qu'on pourrait prendre en grande partie pour cela. J'entends qu'ils devraient ne pas jouer à la vie ou se contenter de l'étudier, tandis que la communauté les entretient à ce jeu dispendieux, mais la vivre pour de bon, du commencement à la fin. »
Donc, c'est ce que j'essaie de dire par rapport à la critique des institutions, par rapport à l'expérience réelle de la vie, justement. Je pense que Thoreau était quelqu'un qui aimait avoir les mains sales, qui aimait travailler fort. Je pense que pour lui, l'expérience de la vie passe par le travail, passe par la besogne, ne passe pas par les études, ne passe pas par ce qui nous est donné. C'est d'ailleurs pourquoi il critique justement les philanthropes. Puis, j'ai trouvé que c'était très relevant avec notre époque parce que c'est un peu une espèce de critique des social justice warriors qu'on voit sur Internet. En fait, ce qu'il dit, c'est que les philanthropes ne le font pas nécessairement pour le bien des autres, mais pour leur propre bien à eux, pour leur propre valorisation. C'est ce que j'ai l'impression qu'on se rend compte beaucoup avec les médias sociaux. Il y a beaucoup de gens qui essaient de défendre des causes. Puis par essayer, je tiens vraiment juste à dire essayer parce que, en fait, si vous voulez défendre une cause, vous n'avez pas besoin de vous mettre la lumière sur vous, sur Internet. Au contraire, le but, c'est de mettre la lumière sur la cause qui vous tient à cœur. Puis pour mettre la lumière sur la cause qui vous tient à cœur, pourquoi ne pas mettre la main à la tâche à la place de partager des stories, de partager des statuts? Donc ça, j'ai trouvé que c'était très relevant avec notre époque. J'ai trouvé ça très intéressant pour ça. L'écriture de Thoreau, selon moi, est quand même lourde. Ça reste que c'est une écriture assez ancienne, c'est une traduction. On s'entend que c'est le genre de recueil qui va prendre beaucoup plus de temps à lire qu'un livre contemporain, évidemment. Il y a quelque chose de très anticapitaliste également dans ce livre-là. Il y a un passage à la page 57 que j'ai trouvé sublime et qui va comme suit. « Travaillerons-nous toujours à nous procurer davantage et non parfois à nous contenter de moins. » Donc c'est ce genre de petite réflexion-là, en fait, qui fait vraiment du bien puis qui donne un souffle nouveau à Walden. Je vivais ça dans les bois. C'est un livre qui est philosophique, mais qui n'est pas nécessairement de l'ordre de la philosophie. C'est une espèce de récit de vie. Donc on a vraiment la pensée de Thoreau, mais on a également le récit de sa vie au jour le jour. C'est un beau mix, mais honnêtement, pour moi, si j'avais des plus grosses attentes, puis je m'attendais à ce que ce soit vraiment sublime, ça n'a pas été le cas. Comme je vous dis, j'ai hâte de lire le livre en entier parce que peut-être que je vais complètement changer de position rendu là. Mais je pense que pour le moment, that's it. Et je suis vraiment fucking content d'être de retour dans ma bibliothèque pour vous parler du troisième livre. Notamment parce que, je ne sais pas si vous êtes allé dehors cette semaine, mais si oui, vous vous êtes probablement rendu compte qu'il faisait fret en Tipéhé. Puis ça a gâché en fait tous les efforts que je faisais dans les derniers mois. Je travaille extrêmement fort à m'y convaincre, mais là, dans les dernières journées, en allant tourner mes vidéos, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas un Island Boy. From the Caribbean, que yo soy cubano. I'm an island boy, put my vest on, yeah. Fait que ça m'a rendu quand même pas mal triste, en toute honnêteté. Mais je suis vraiment aussi content parce que je suis content de vous parler du livre dont je vais vous parler. C'est un livre qui a été écrit par Anne-Antane Capech, également connue sous le nom de Anne Capech. Ça s'appelle « Je suis une maudite Anne-Antane Capech est née en 1926. C'est la première auteure Innu. Donc ce livre-là, c'est le premier livre qui a été écrit en Innu. La traduction française est réalisée par José Maillot. Ça a été publié pour la première fois à la fin des années 1970. C'est décrit comme étant un grand réquisitoire, comme étant une critique de la présence blanche sur le territoire autochtone. C'est effectivement le cas. C'est exactement ce que c'est. Anne Capech critique l'arrivée du blanc sur son territoire. Elle critique l'arrivée de l'alcool, l'arrivée des écoles également, l'arrivée du travail tel qu'on le connaît avec une rémunération, etc. Elle nous parle en fait des conséquences que l'arrivée du blanc a eues sur sa vie à elle, mais surtout sur la vie de ses enfants, sur à quel point ses enfants malheureusement se sont retrouvés apatrides, c'est-à-dire qu'ils sont selon elle plus vraiment autochtones, mais ils sont pas du tout canadiens-français non plus. Donc ils sont comme étrangers à deux mondes, sont pris entre ces deux mondes-là. Ils n'arrivent plus à parler leur langue avec la précision de leurs ancêtres. Ils n'arrivent pas non plus à comprendre le mécanisme de la vie blanche. Donc c'est vraiment en fait quelque chose de super triste que de s'imaginer ça, de se retrouver dans un endroit où personne ne nous ressemble, où on n'a pas les mêmes référents que personne. J'ai trouvé ça vraiment triste d'avoir à penser à cette génération-là qui a connu la cassure.
Parce qu'en fait, justement, ils ont vu leurs descendants vivre les conséquences directes de cette cassure-là. Anne Capèche vivait la vie de nomade jusqu'en 1953, jusqu'à ce qu'elle soit sortie du territoire. Et malheureusement, elle n'a pas été en mesure de pouvoir inculquer les valeurs qu'elle avait apprises à ses enfants. Donc, c'est des choses qui se perdent. C'est quand on sent pour la première fois que notre culture est en train de s'effriter. Anne Capèche a habité pendant un bout à Shefferville, où elle a été même chef du conseil de bande. C'est une femme très intelligente. Moi, j'ai trouvé que le terme réquisitoire était un peu fort dans la mesure où ce que j'ai vraiment senti en lisant ce livre-là, c'est que j'avais l'impression d'être en train de lire un journal. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui me racontait au jour le jour comment elle se sentait, qu'est-ce qu'elle vivait, l'oppression policière que ses enfants vivaient. C'est une suite d'événements qui nous sont racontés. Puis oui, ça a une teneur politique, puis oui, ça a une espèce d'envie de réquisitionner quelque chose, mais c'est plus que ça selon moi. C'est pas simplement un doigt qui est pointé puis qui dit c'est de votre faute ci, c'est de votre faute ça. C'est plutôt une parole qui s'élève puis qui dit s'il vous plaît, pouvez-vous m'entendre? Voilà ce que je vis au quotidien. Voilà comment je me sens. Voilà comment mes enfants se sentent. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Puis on sent vraiment en fait qu'Anne Capèche a vraiment fait un effort de se faire comprendre. Je pense malheureusement qu'on est à même de constater aujourd'hui que ça n'a pas fonctionné. Les dirigeants blancs ne l'ont pas écouté alors qu'elle essayait de prendre la parole tout simplement. Puis si on avait écouté des leaders autochtones comme Anne Capèche, probablement qu'on serait pas dans la situation qu'on est aujourd'hui. Probablement que en tant que blanc, on sentirait pas qu'on a un fardeau aussi pesant sur les épaules parce que tout ce qu'on avait à faire en fait, c'était d'écouter. Donc j'espère que de lire ce livre-là amène au lecteur en fait justement ce message-là, de prendre le temps d'écouter. Quand quelqu'un parle, il y a une raison du pourquoi cette personne-là le fait. Puis c'est important de s'arrêter, de se mettre dans ses souliers, puis d'essayer de comprendre. Je trouve ça vraiment intéressant en fait que Mémoire d'Encrier ait décidé de republier ce livre-là qui était un peu tombé aux oubliettes. Je pense que c'est un livre qui est important dans la culture québécoise. C'est un roman qui est vraiment un roman fort selon moi. Et définitivement, sans Anne Capèche, on n'aurait pas des poètes comme Joséphine Bacon. On n'aurait pas des leaders autochtones qui ont la parole sur la place publique et ça serait définitivement encore plus triste. Ces efforts n'ont peut-être pas fonctionné de son vivant, mais on voit aujourd'hui une espèce de volonté de réconciliation, une volonté de demande de pardon, parce qu'on a excessivement à se faire pardonner en tant que peuple. Et je pense que pour être empathique à une cause, il faut lire ce genre de livre-là. Le parallèle est vraiment un peu tiré par les cheveux, mais si vous lisez par exemple le journal d'Anne Frank, il y a des très grandes chances en fait que vous compatissiez avec le peuple juif et c'est parce qu'en fait c'est la voix d'un enfant qu'on entend. Dans le cas de Je suis une maudite sauvage, c'est pas la voix d'un enfant qu'on entend, c'est la voix d'un adulte éclairé, mais ça reste que c'est la voix d'un adulte qui est désespéré, c'est un cri du cœur. Et je pense que face à ce genre de cri du cœur-là, n'importe qui n'a pas le choix de faire preuve d'empathie. Au-delà de toute la portée sociale, c'est un livre qui est très bien écrit, la langue est bien maîtrisée, la traduction que nous présente Mémoire d'Encrier est une bonne traduction. Je parle pas Inuimun, donc je peux pas dire si mot pour mot c'est effectivement le cas, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve ça intéressant également qu'on nous présente encore une fois la version originale et la page traduite juste à côté. Je pense que c'est important en fait d'avoir de la littérature autochtone pour que les jeunes justement puissent renouer avec leur culture. Donc définitivement, je vous conseille ce livre-là. C'est un livre sublime. C'est dans les meilleurs livres que j'ai lus jusqu'à date dans ce défi littéraire-là. Ma suggestion de la semaine, vous l'aurez deviné, c'est Je suis une maudite de Anne Capèche. J'ai rien contre les deux autres livres. Je vivais seul dans les bois. C'était correct, c'était pas mauvais. C'est simplement en fait que, comme j'ai dit, c'était pas à la hauteur de mes attentes. Peut-être que c'est simplement en fait que le petit côté hippie en moi qui est enfoui bien profondément avait envie de ressortir à la lecture de Thoreau. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pour ce qui est de Jack Kerouac, La vie est dommage, j'ai bien aimé, mais en toute honnêteté, c'était très long. C'était une lecture qui était très ardue. C'est pas une lecture que je recommande honnêtement.